Leonardo da Vinci se déplaçait dans les rues de Florence avec une grâce si extraordinaire que les gens s'arrêtaient pour le regarder. Ils chuchotaient entre eux, se demandant s'ils étaient témoins de la démarche humaine la plus parfaite jamais observée. Ce talent apparemment trivial n'était qu'un aperçu de l'esprit du plus grand polymathe de l'histoire. Un homme qui maîtrisait plus de 15 domaines distincts, l'ingénierie, la géologie, la philosophie, la science militaire, la biologie et bien sûr, l'art. Son intellect s'élevait à des hauteurs rarement atteintes dans l'histoire humaine, avec un QI estimé entre 180 et 220. Au-delà des visages familiers de la Joconde et de la Seine, se cache un esprit plusieurs siècles en avance sur son temps, rempli de visions technologiques que nous commençons seulement à réaliser aujourd'hui. Le talent atteint une cible que personne d'autre ne peut atteindre. Le génie atteint une cible que personne d'autre ne peut voir. Arthur Schopenhauer. L'esprit de Léonard n'a pas seulement atteint des cibles invisibles, il les a créées, définies et transcendées. D'une manière qui nous laisse encore stupéfaits 5 siècles plus tard. Qu'est-ce qui rendait l'esprit de Léonard si différent? Qu'est-ce qui l'a élevé à une telle sagesse? Einstein a confessé « Je suis juste passionnément curieux ». Léonard voulait comprendre tout. Pourquoi les gens bâillent? Comment ils marchent sur la glace? Les secrets de la valve aortique. Des instructions impossibles remplissaient ses carnets. Étudier le placenta d'un veau, examiner la mâchoire d'un crocodile. Ce n'était pas de la pensée abstraite, c'était de l'expérience directe. 30 cadavres humains, d'innombrables dissections animales. Il analysait le vol des oiseaux jusqu'à pouvoir concevoir des machines volantes. Courant d'eau, formation nuageuse, expression faciale fugace. Sa curiosité n'était pas magique, c'était un choix délibéré. Une décision consciente de rester fasciné par le monde. Ce genre de curiosité insatiable n'est pas exclusif aux génies historiques. Elle sommeille en chacun de nous, attendant d'être éveillé. Observez comment l'eau tourbillonne en se déversant dans un bol, exactement comme le faisait Léonard. Puis demandez-vous, pourquoi se déplace-t-elle ainsi? Quelles forces sont à l'œuvre? Cet acte apparemment simple, remettre en question l'ordinaire, a conduit à presque toutes les grandes découvertes. L'esprit n'est pas un vase à remplir, mais un feu à allumer. Nous sommes constamment occupés à faire défiler, consommer, distraits. Notre attention ne se pose jamais assez longtemps pour s'interroger. Pourtant, la curiosité s'épanouit dans l'ennui. Considérez Newton sous son pommier. Que l'histoire de la pomme soit exacte ou non, le principe reste vrai. Les percées viennent quand l'esprit vagabonde librement. Cet espace mental est ce qui a fait de Da Vinci un polymathe, quelque chose que nous pouvons tous reconquérir. Redécouvrez l'art de l'observation, d'être présent suffisamment longtemps pour vraiment voir. Il y avait autre chose qui rendait les observations de Léonard si incisives, son esprit si concentré. Quelque chose que nous pouvons apprendre de lui-même aujourd'hui. Dans ses carnets, Léonard décrivait une méthode inhabituelle pour aiguiser les compétences d'observation. Il suggérait un jeu où les joueurs estimeraient la longueur d'une ligne à l'aide d'une paille. Cet exercice simple n'était pas un simple divertissement. C'était un entraînement délibéré pour juger des proportions avec précision. Les scientifiques modernes pensent que Léonard possédait une capacité visuelle extraordinaire. Ce trait rare, connu sous le nom de fréquence avancée de fusion du scintillement, l'aidait à traiter les mouvements rapides. Si une partie de cette acuité visuelle pouvait être innée, une grande partie provenait d'une pratique délibérée. Cette vue exceptionnelle lui permettait d'observer des détails invisibles pour la plupart des yeux. Il a découvert que les ailes avant et arrière d'une libellule bougeaient de façon désynchronisée. La photographie moderne l'a confirmé 4 siècles plus tard. Il a méticuleusement esquissé cette observation, prouvant sa capacité à traiter l'information visuelle bien au-delà de la perception humaine normale. Margaret Livingstone a révélé le secret du sourire de la Joconde. Il capture l'instant même où un sourire commence. Comme Ted Williams, voyant les coutures d'une balle à 145 km/h, Léonard percevait des émotions fugaces invisibles aux autres. Léonard fusionna science et art grâce à la psychophysique, comprendre comment nous percevons lumière et ombre. Sa technique du sfumato n'était pas qu'artistique. Elle imitait la façon dont l'œil humain voit les contours doux dans la pénombre. Il peignait dans la lueur du crépuscule, sachant que les pupilles dilatées créent une douceur naturelle,
des siècles avant la photographie. Chaque ombre dans son œuvre était calculée, un jeu d'optique et d'émotion. Alors que d'autres couraient après les diplômes, Léonard ne recherchait que l'observation pure. Le monde était sa véritable université. Il voyait ce que les autres regardaient simplement, découvrant des univers dans le battement d'une libellule. Ses carnets débordent de questions. Pourquoi la langue du pic s'enroule-t-elle autour de son crâne? Ce n'était pas un simple talent, c'était une façon d'être, de voir le monde avec un émerveillement perpétuel. Un secret contre-intuitif alimentait le génie de Léonard. En peignant la scène, Léonard restait immobile pendant des heures. Le duc Sforza s'impatientait devant ce rythme glacial. Léonard expliqua: « Le génie accomplit le plus en travaillant le moins. » Contrairement à la procrastination moderne, c'était une gestation active. Poe comprenait cette solitude. Quand nous ne supportons pas d'être seuls, la science moderne confirme que l'ennui engendre la brillance. Les participants lisant des annuaires produisaient ensuite les idées les plus créatives. L'ennui passif devenait un terreau fertile pour l'innovation. Comme des pépins sous la neige, le génie a besoin d'incubation. Un travail constant sans repos mène à l'épuisement et à la stagnation créative. Parfois, l'esprit a besoin de ralentir pour que les idées puissent prendre forme. Léonard comprenait ce rythme de créativité. La poussée et le retrait, le travail et le repos. Léonard n'était pas seulement un génie, il était aussi incroyablement fort et athlétique. Il impressionnait les visiteurs en pliant des fers à cheval à main nue, un exploit demandant une force de préhension considérable. Élevé dans la maison de son père, il s'est formé à l'équitation et à l'escrime. Il était un marcheur et un randonneur passionné, toujours restant actif dans ses déplacements. Son engagement envers la forme physique était profondément lié à sa créativité. La science moderne confirme le lien entre le mouvement et l'acuité mentale. Une simple marche de 30 minutes peut améliorer significativement la fonction cognitive. Léonard comprenait ces bienfaits bien avant que la science moderne ne les confirme. Le génie de Léonard résidait dans sa capacité à voir des connexions là où d'autres ne voyaient que séparation. Pour développer un esprit complet, écrivait-il, étudier l'art de la science de l'art. Il voyait les dualités non comme des opposés, mais comme deux faces d'une même pièce cosmique. La lumière définit l'obscurité, tout comme la science éclaire l'art, et l'art humanise la science. Cette vision transformait l'anatomie, l'ingénierie et la peinture en fil d'une même tapisserie grandiose. Pour lui, l'univers était un système harmonieux où rien n'existait isolément. « Apprenez à voir », insistait-il, pour percevoir les subtils tissages de la réalité. Cette perspective n'accumulait pas seulement des connaissances, elle générait de la sagesse. Les problèmes complexes cédaient devant cette manière renaissance de penser. 5 siècles plus tard, cette mentalité demeure aussi révolutionnaire qu'alors. Mais comment Léonard gardait-il la trace de toutes ces idées interconnectées? Comment organisait-il ses pensées d'une manière qui alimentait son génie? Il avait une habitude, une que je suis moi-même qui m'aide à rester concentré. La plupart notent des tâches banales, acheter du lait et des œufs. Léonard, non. Il transportait un carnet partout, écrivant, observait, notait et considérait constamment. Sa liste des années 1490 comprenait mesurer Milan et demander pour les mortiers sur bastion. Plus tard, ces listes se tournaient vers l'anatomie, obtenir un crâne humain, décrire la langue d'un pic vert. Chaque tâche, une porte vers la découverte. Chaque note, la graine d'un chef-d'œuvre. Les carnets de Léonard n'étaient pas seulement des enregistrements de ses pensées, ils étaient des extensions de son esprit. Des siècles plus tard, nous sommes toujours en admiration devant sa quête sans fin pour tout comprendre. Ces méthodes n'étaient pas seulement la clé de son génie, ce sont des leçons que nous pouvons appliquer aujourd'hui. Le génie ne consiste pas seulement en un talent. Il s'agit d'une curiosité si intense qu'elle frôle l'obsession. Il s'agit de vous entraîner à vraiment voir, pas seulement regarder. Trouver des connexions entre des choses apparemment sans rapport. Donner à votre esprit l'espace pour vagabonder et s'émerveiller. Comprendre que tout est connecté, l'art, la science, la philosophie, l'ingénierie. Le plus vrai témoignage de son génie était sa façon de vivre, les yeux grands ouverts sur la merveille de l'existence. Dans notre monde spécialisé, il nous rappelle le pouvoir du généraliste, voir la connaissance comme un vaste paysage.
Nous ne pourrons peut-être jamais égaler ses dons, mais nous pouvons adopter ses habitudes d'esprit. Cultiver la curiosité. Pratiquer l'observation profonde. Rechercher des connexions entre les disciplines. Embrasser l'ennui comme le lieu de naissance de la créativité. Nous pourrions découvrir notre propre génie, non pas en copiant Léonard, mais en suivant le chemin qu'il a illuminé. Restez curieux, mes amis.